L'avion, il est exactement conforme à la série, hein. Il faisait de la ligne avant qu'on le rachète, hein. C'était l'avion de Angela Merkel. C'était son Air Force One de la Luftwaffe. Et on l'a repris. Alors, il était aménagé en VIP avec le salon d'Angela, la chambre d'Angela, la salle de communication cryptée, etc. Techniquement, c'est exactement le même avion. Et comme vous l'avez dit, simplement, c'est la manœuvre, la mission qu'on fait avec, hein, qui est très particulière. Comment vous êtes Alors, passé de la normalité à la singularité? alors moi, je suis pilote d'essai là, depuis de Ah, nombreuses années. Je suis un ancien pilote de chasse. Et après une carrière de 18 ans dans l'armée de l'air, j'ai continué comme pilote d'essai civil. Et j'étais à la Sogerma à l'époque, à Bordeaux, quand cette société a fait la modification de l'A300B, donc qui était l'avion précédent. Et donc, moi, mon travail, c'était de faire les premiers vols après la sortie de gros chantiers d'un avion avant de le livrer à son propriétaire. Et donc, dans ce cadre-là, ben, j'ai fait le vol de l'A300B qui sortait de modification avant qu'il soit livré au CEV pour la mission de microgravité. Donc, j'ai fait ce vol avec Jean-Pierre Ignoret, là, je me souviens très bien. Et puis, de fil en aiguille, ils m'ont gardé dans les équipages, hein, dans les pilotes pour ça. J'ai été formé pour ça et ça, c'était en 1996. Oui, ça date un peu. Et donc, j'étais pilote dans le pool des pilotes, tant que c'était le CEV était opérateur principal. Et à la fin de la 300B, le centre d'essai en vol a voulu arrêter cette fonction d'opérateur et c'est Novespace qui a repris l'organisation des vols. Donc, il a fallu créer une petite équipe et on s'est structuré un petit peu comme une mini compagnie aérienne avec une direction des opérations, une direction technique. Et vu mon expérience, là, Novespace m'a demandé d'être le responsable des opérations aériennes pour cet avion. Et donc, depuis, ça, c'était en 2014. Et donc, on a formé une petite équipe de pilotes que j'anime et que je suis responsable de leur entraînement et de la répartition des vols, là, et ça se passe très bien là, depuis quelques années. Là. Et donc, vous travaillez pour plusieurs opérateurs ou pour un seul Oui, opérateur? oui. Oui, on travaille tous pour d'autres opérateurs parce que Ah, il y a une trentaine de vols sur cet avion, la 310, dans l'année. Donc, il n'y a pas de coin à avoir des pilotes à plein temps. Donc, on est tous. Alors, il y a une population formée de deux types de pilotes. Il y a des pilotes qui ont le même profil que moi, anciens pilotes de chasse, pilotes d'essai. Et puis, on a ouvert à des gens qui étaient des militaires, qui étaient très expérimentés sur la 310. Et on a deux pilotes qui ont ce profil-là, et ça fait une complémentarité des compétences qui est très intéressante. et donc, il y a une certification spécifique pour ces pilotes ou ils viennent comme vous Oui, oui, oui. d'une formation exemplaire type militaire ou type pilote de chasse et après il y a une forme d'accréditation pour le vol que vous organisez, quoi. Alors, le fait de faire d'être pilote de chasse et pilote d'essai, Ça il y a aide, une certaine capacité d'adaptation, quoi, des manœuvres bien évidemment. qui changent un peu de l'ordinaire, quoi. Et donc, c'est un profil qui est intéressant. Mais les deux autres qui étaient donc un profil plutôt pilote de ligne, mais militaire quand même. Après, ça dépend des individus et là, ça s'est très bien passé. Mais pour tout le monde, il y a une formation qui est clairement définie dans notre manuel d'opération pour pouvoir appréhender cette manœuvre qui est quand même un peu particulière. Il y a une formation théorique déjà pour bien comprendre les phénomènes et ce qu'on cherche et comment on va le faire. Et après, il y a une formation au simulateur et en vol parce que c'est pas immédiat du tout comme façon de travailler, comme précision de pilotage.
Et donc, il y a une formation qui est déposée. Et après, avec l'expérience, on va s'améliorer en termes de précision et on apprend toujours. Là, c'est ça qui est fabuleux dans cette mission. On recherche un tel niveau de précision que c'est jamais gagné, quoi. Okay. Il y a quoi? Il y a un contrôle technique pour chacun de vous chaque année ou Oui, 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 en oui. plus de la formation? Ouais, tout à fait. On fait tout ce qui est classique dans l'aéronautique. C'est qu'il y a une formation initiale et après ça, il y a des contrôles récurrents. Donc, tous les ans, on fait le contrôle récurrent comme tous les pilotes de ligne pour renouveler la qualification de type sur l'avion. Et aussi, il y a un petit contrôle. On fait de l'entraînement et qui sert aussi de contrôle. Je vole avec chaque pilote pour attester qu'ils font bien le boulot en sécurité. Et c'est, encore une fois, c'est déposé dans notre manuel d'opération pour que les opérations soient acceptées. Le vol que vous allez faire prochainement, est-ce qu'on peut caractériser ce vol comme une expérience terrestre ou bien on se trouve déjà dans des sphères un, peu, un petit peu différentes? Alors, c'est un peu des deux parce que l'avion, bien évidemment, va rester dans notre atmosphère proche. Hein. On vole entre 6000 à 6000 mètres et 8400 mètres. Donc, on est vraiment dans la tranche d'altitude, même un petit peu en dessous, que pratiquent les avions de ligne classiques. Donc, on reste dans la troposphère, et qui est l'atmosphère proche. Mais après ça, par la manœuvre qu'on fait, on reproduit une situation d'apesanteur qui n'existe, qu'on ne connaît que dans l'espace. Quand on voit des images de l'ISS, c'est un peu les mêmes images qu'on voit à l'intérieur de nos avions. Parce que tous les corps, que ce soit les humains ou des objets qu'on lâcherait, sont en apesanteur dans la cabine de l'avion et donc flotte librement pendant la phase parabolique qui dure une vingtaine de secondes. C'est là que Donc tu on est un peu entre les deux. intervenir. Et On est un peu dites-moi, entre les deux. donc il y a, en gros, parce que c'est pas évident de comprendre ces phénomènes physiques, surtout pour les plus jeunes. Donc, de par votre manœuvre, vous allez neutraliser des forces, en fait. C'est ça ou... Alors, c'est pas tout à fait ça parce que les forces, contrairement justement à l'espace ou en s'éloignant de la Terre, on va diminuer la force d'attraction terrestre et par la force centrifuge de rotation autour de la Terre, ça va s'équilibrer. Nous, ça va être un petit peu plus délicat parce que la force de gravité, elle va rester telle qu'elle. Et par contre, c'est la manœuvre qui va faire que, relativement à ce qu'on va sentir dans l'avion, on va mettre l'avion en chute libre. C'est-à-dire qu'on va suivre avec l'avion une trajectoire qui aurait un corps en chute libre hors résistance de l'air. C'est-à-dire que l'avion va être piloté et on va garder un petit peu de poussée pour vaincre la résistance de l'air. Il faut s'imaginer que on va mettre l'avion en montée. Alors pourquoi en montée? Parce que c'est comme une boule de béton qu'on va lâcher. Si on veut qu'elle reste le plus longtemps possible en l'air, on va commencer par la lâcher vers le haut et puis elle va commencer à redescendre tout doucement, soumise à son seul poids. Et c'est un petit peu ce qu'on va faire, c'est que chaque corps va être soumis à son seul poids parce qu'on va faire une manœuvre avec l'avion qui va en quelque sorte soustraire le plancher à la chute de quelqu'un à l'intérieur. Donc, il faut imaginer que donc on va cabrer l'avion jusqu'à 50 degrés d'assiette, ce qui est quand même beaucoup pour un avion de ligne comme ça. Et imaginons qu'on puisse ouvrir les portes, ouvrir l'avion, et que tout le monde va commencer à tomber. Sauf qu'on ne va pas le faire, évidemment. Mais l'avion, à ce moment-là, va suivre la trajectoire d'un corps qui tombe et on agira comme une espèce de cocon qui va entourer les gens et les objets en train de tomber. Et après, au bout de 20 secondes, on commence à piquer beaucoup, donc il faut récupérer l'avion. Et on va faire ça souplement, on va reposer les gens, faire une petite force pour poser les gens en souplesse sur le plancher et puis faire la ressource de l'avion
le vol horizontal. D'accord. Et donc, j'imagine que vous n'êtes pas à votre premier vol. Non, Que depuis vous en ça avez, que fait vous en avez quelques-uns, ouais. quelques-uns derrière vous. Ouais. Je ne sais pas combien vous avez de vols au total. Alors, je n'ai pas compté les vols, mais on compte le nombre de paraboles et je suis Ah, à d'accord. 9500 paraboles, quoi. Et dans l'ATP, de votre profession, ça représente, vous êtes Ah, dans les, il n'y en a ouais, pas je suis beaucoup dans les... qui ont autant que vous, quoi. Non, 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 ça se voit un peu à la couleur des cheveux aussi, ça, hein. Mais ça, c'est les frayeurs que vous faites. Ouais. Ah, c'est les années qui passent. C'est les années qui passent. Et Euh, est-ce que vous auriez l'une ou l'autre anecdote à nous raconter, un petit peu, voilà, un élément ouais, qui a retenu votre attention à l'occasion de ce vol, quelque chose d'un peu singulier, pas nécessairement tragique, hein, mais non, comique non, au ou... contraire, là, oui. Ouais, oui, j'avais vu les questions et voilà, Ouais, il y a quelque chose qui m'est revenu à l'esprit. Alors, c'est pas du tout technique, mais il y a quelques années, on avait pu faire un vol à caractère humanitaire avec l'association Rêve de Gosse, à laquelle je participe chaque année, là, où on offre des baptêmes de l'air à des enfants handicapés qu'on appelle extraordinaires par opposition aux enfants ordinaires. Et ça, c'est en petit avion, hein, en petit avion de tourisme. Et une année, avec l'ESA, on avait pu avoir un vol de 0G où on avait invité quelques personnes handicapées. Et c'était assez magique de voir ces gens flotter dans l'avion alors qu'ils souffrent encore plus que nous, quoi, de la pesanteur et de les voir se libérer de leur enveloppe corporelle pesante. Et en particulier, il y avait deux frères jumeaux qui étaient là, dont un qui avait eu un terrible accident et il était depuis cet accident tétraplégique. Et ces deux frères restaient constamment ensemble. Le valide s'occupait de l'autre en permanence et sont venus faire ce vol. Et lors d'une parabole, à un moment, ils se sont attachés les membres et, et, euh, et on a pu voir les deux donc attachés pendant les phases de microgravité, et bien bouger les bras et les jambes. Et le frère qui était handicapé, tétraplégique depuis son accident, avait les larmes aux yeux. Il m'a dit, mais il y a tellement longtemps que je n'ai pas vu mes bras et mes jambes bouger, c'est incroyable. Et ça n'a pu être fait que grâce à cette situation d'apesanteur qui a pu libérer ces corps de la pesanteur, justement, et qui a pu permettre donc de récupérer cette faculté de mouvement entre ces deux frères. C'était magnifique, quoi. un très beau souvenir, effectivement. Voilà. Et dites-moi, C'était... peut-être pour terminer, euh, vous connaissez Tintin, j'imagine, un petit peu, vous l'avez Oui, lu bien sûr. Oui, ouais. oui, oui, ça a bercé ma Et, jeunesse. Ah oui, oui, bien et sûr. quand vous voyez le personnage là qui va prendre une certaine forme dans votre avion, vos lectures et voilà ce que représente éventuellement Tintin en termes de valeur, quel est le résultat de cette équation? Bah, il y a un truc qui est très clair, hein, c'est que Hergé était un visionnaire. Quand il a écrit, on a marché sur la Lune et les vols dans l'espace, où on voit le capitaine Haddock boire son whisky par bulle qui se propage dans la cabine. Et ce sont des expériences qu'on provoque lorsqu'on organise des vols pour le grand public, hein, parce que cet avion est d'abord un laboratoire volant où il y a des gens qui viennent faire des expériences mandatées par l'Agence spatiale européenne ou française ou allemande. Mais on organise aussi des vols récréatifs pour le grand public où chacun peut acheter sa place sur Internet. Et là, on organise un peu des jeux pour profiter au mieux de cette situation d'apesanteur. Et dans une de ces animations,
les animateurs lancent des boules, des bulles de liquide et les gens essayent de les attraper. Et c'est exactement les images du capitaine Haddock dans Tintin. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui sont très bien vues, très pertinentes. Et avec le niveau de technologie qu'il y avait à l'époque, il fallait quand même être très, très visionnaire pour concevoir tout ça. Ouais. Ben, merci